Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Petit à petit, inconsciemment, on arrive à la fin de l'année 2019. Comme si on vient de quitter la célébration de Nouvel An, on est déjà à la fin. Bon, mais le temps passe vite. Le temps passe vite, mais 2019, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir deux invités qui vont nous donner leur impression sur cette année passée. Caroline Puel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien correspondant de Libération, du Point, etc. Vous êtes professeur maintenant à l'école française. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je me rappelle votre livre sur 30 ans de la Chine, qui est toujours un best-seller. Voilà, merci et bienvenue. Merci. Xu Tieping, vous êtes professeur. Voilà, tout le monde vous connaît parce que vous êtes invité souvent sur notre émission et surtout que vos analyses sur le monde, sur la Chine, sur la France est pertinent. Voilà. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation aussi. Bon, alors, Caroline, ma première question, s'agissant de la relation franco-chinoise de 2019, peut-on dire que les visites, le début de cette année, au mois de mars, de Xi Jinping, le président chinois, en France, et vers la fin de l'année novembre, le président français Emmanuel Macron en Chine. Et ces deux événements marquent l'année 2019. Et surtout, c'est que ne sommes-nous pas entrés dans une nouvelle époque charnière des relations entre les deux pays depuis l'époque de Chirac, parce que, vous vous rappelez, l'époque de Chirac, nos relations étaient très bonnes. Et j'ai l'impression que maintenant, on revient à cette, comment dire en français, intimité, non? On pourrait dire ça. Oui. Ouais. Alors? Oui, alors vous vous souvenez, l'époque effectivement de la présidence Jacques Chirac, il y avait d'abord ces années culturelles franco-chinoises qui avaient été initiées, qui ont été le point de départ de ce qu'on a appelé la diplomatie culturelle. Oui. Et la Tour France Eiffel devient rouge. Voilà, par exemple. Et vous aviez eu pendant presque 3 ans une quantité infinie d'échanges dans tous les domaines culturels. Beaucoup de tourisme aussi des deux côtés. Et cela avait appris aux deux populations à se connaître. Et vous aviez une vraie volonté politique, puisque les ministres français, je me souviens, défilaient à Pékin. Et Jacques Chirac, président, leur demandait alors êtes-vous allé en Chine, il faut aller en Chine, Oui, etc. Même Raffarin, en plein SRAS, il est venu en Chine. Mais aujourd'hui alors? Et alors aujourd'hui, vous avez de nouveau une volonté politique des deux côtés, que la relation soit bonne et soit constructive. Et vous avez de nouveau un recours à la diplomatie culturelle pour justement développer ces relations et qu'au-delà des frictions que l'on pourrait avoir sur le plan idéologique, sur le plan de certaines pratiques politiques, ce qui touche, c'est quand même que les deux peuples se comprennent, s'apprécient et développent leurs relations. Donc on voit qu'en ce moment, il y a de nouveau une infinité d'événements qui vont permettre ces échanges, même si le courant, par exemple, touristique a beaucoup réduit dans le sens de la France vers la Chine, depuis essentiellement la crise économique de 2008. Il reste nombreux dans l'autre sens. Il y a toujours beaucoup de touristes chinois qui se rendent en France. Et il y a une volonté, donc, au plus haut niveau de l'État français, et évidemment côté chinois aussi, que cette relation s'approfondisse. C'est dommage que les Français reviennent en Chine de moins en moins à cause de la crise économique. Et alors, je suis professeur, apparemment, Emmanuel Macron
a fait beaucoup de déclarations concernant la Chine. Par exemple, il va faire une fois par an la visite d'État en Chine. Et surtout, à la veille du sommet de l'OTAN, il a déclaré, contre la volonté de Trump, je crois, ni la Russie ni la Chine ne sont pas l'ennemi de l'OTAN. Cela veut dire que les relations entre l'Europe et la Chine, la France et la Chine, franchissent un pas ou c'est tout à fait normal? Moi, je pense ce qu'on a vu depuis 2 ans et demi avec l'élection de Macron, c'est d'abord un certain, disons, coup de pouce dans les relations pour renforcer, ça c'est sûr. Mais si on observe un peu plus loin, moi je pense que c'est important. Premier, c'est un des premiers dirigeants de poste 68 arts. Parce qu'on le sait, à une certaine période, les hommes politiques européens, surtout issus de 68, on regardait gérer les pays d'une manière, et là, lui représente une nouvelle génération, et de ce point de vue, c'était surtout la vision. On sait par exemple que dans la vie politique, socio-économique, politique en Europe, c'est les dirigeants aujourd'hui issus d'élections sont beaucoup, disons, près de style de communicateurs. C'est-à-dire, ils parlent, agissent moins. Alors que lui représente une nouvelle tendance. Surtout, moi, je pense certaines visions concernant la gouvernance, concernant surtout des grandes alliances ou positionnement international. Il y a quelque chose de nouveauté qu'on doit saisir, qu'on doit bien souligner. Et le troisième, moi je pense aussi assez important, c'est Caroline Puyen a bien mentionné les aspects culturels dans notre pays, disons dans les croisements, dans la meilleure compréhension mutuelle. Mais aujourd'hui, je pense dans les relations bilatérales, c'est par exemple des coordinations, notamment sur le dossier multinational, dans la gouvernance mondiale. C'est important, notamment dans le changement climatique ou d'autres. Bon. Il y a effectivement beaucoup de dossiers sur lesquels la France et la Chine se rejoignent et peuvent travailler de concert. Alors effectivement sur le changement climatique... oui, au moment où Trump se retire. Absolument. La France comme la Chine ont un rôle leader à jouer et le jouent assez bien. Et surtout pour nous, nous pensons à un autre point, parce qu'on parle toujours, par exemple, de l'autonomie européenne, mais en réalité, si on voit depuis un certain temps, il y a une certaine, je dirais, état endormi de cette autonomie européenne. Alors là, il a je dirais, mettre flamme de nouveau cette volonté, sinon indépendance, mais autonomiste, face à une certaine, je dirais, position américaine de Washington, toujours marquée par une série d'exits, si vous voulez. Effectivement, quand on parle de rapprochement entre la France et la Chine, l'Europe et la Chine, on ne peut pas oublier les relations entre la Chine et les États-Unis, surtout dans le contexte de cette guerre commerciale, évidemment. Est-ce que pour vous, l'année 2019, cette guerre commerciale sino-américaine domine un peu cette année, qui a duré déjà 6 mois? 1 an déjà, plus 1 an. Bien sûr, il y a quelques semaines, une semaine, un peu plus, les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord. On dirait que c'est un cessez-le-feu temporaire, peut-être, on ne sait pas. Mais alors, pour vous, les relations sino-américaines peuvent marquer aussi comment dirais-je, la relation entre l'Europe et la Chine, Caroline? Oui, évidemment, par ricochet, et puis également parce que la relation entre l'Europe et les États-Unis est compliquée à l'heure actuelle. Oui, Trump lance aussi une guerre contre la France aussi. Voilà. Donald Trump l'avait annoncé en fait depuis le départ en disant je vais d'abord traiter du cas de la Chine, puis je traiterai de l'Europe. Et donc on est arrivé dans cette seconde phase. Il a commencé à taxer le vin, le fromage français. Voilà, plusieurs produits sont taxés. Et alors évidemment, les choses sont exacerbées du fait qu'on rentre maintenant dans une période électorale côté américain pour les élections présidentielles de 2020. Et tous les compteurs sont un petit peu au maximum. Dans la relation entre la Chine et les États-Unis, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à une relation commerciale. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump
avant tout, de par sa formation, un homme d'affaires, donc habitué à la négociation dure. Et finalement, on commence à voir, puisqu'il a reproduit la méthode déjà à 3 reprises depuis le début de sa présidence, il fait monter les enchères au maximum. Et puis ensuite, au moment de la négociation, il peut lâcher certaines choses de manière à trouver un terrain d'ajustement. Son objectif, en réalité, c'est de permettre aussi une ouverture du marché chinois aux produits américains. Et c'est vrai que c'est sa manière de négocier. Simplement, évidemment, la réaction chinoise a été ferme, puisque la Chine a aussi monté ses tarifs douaniers. Et il y a aussi des questions de jeu dans le domaine de la valeur des monnaies, des jeux au niveau des changes, qui font qu'au bout du compte, l'écart provoqué par les nouveaux tarifs douaniers n'est pas forcément aussi fort que prévu. Et que ce sont surtout les entreprises américaines qui sont finalement touchées par cette guerre commerciale. Même si on sent bien qu'il y a un ralentissement économique en Chine aussi, les entreprises chinoises ne sont pas les seules à être touchées. Tout le monde est impacté. Et j'allais dire qu'il y a aussi des effets collatéraux sur d'autres pays. Et c'est l'ensemble de ce ralentissement qui est quand même très inquiétant, puisque finalement on est rentré dans une période de protectionnisme après avoir vécu toute une moitié du XXe siècle qui allait vers l'ouverture, la libéralisation des échanges. Maintenant, on est à nouveau rentré donc dans une période où tout le monde se fermait, enfin pas tous, mais malgré tout l'essentiel. Est-ce que c'est une occasion, justement, le conflit entre les Américains et les Chinois? Il ne faut pas oublier que c'est le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. À l'époque, c'était très chaleureux, etc. Et maintenant, ça devient une relation, comment dirais-je, conflictuelle, sous la concurrence féroce. Est-ce que c'est une occasion pour l'Europe et la Chine? Est-ce que dans le dossier, non seulement le changement climatique, dans d'autres dossiers, par exemple les échanges culturels, les échanges commerciaux, et surtout d'autres domaines, relations diplomatiques, militaires, etc. Est-ce que c'est une occasion de rapprochement pour l'Europe et la Chine? Je pense que ça touche plusieurs thèmes. Premièrement, ce que je qualifie, puisque pour le moment, par exemple, pour l'accord commercial entre Washington et Pékin, ce n'est pas un compromis historique. C'est une sorte d'arrangement provisoire, parce qu'il y a tout de même une certaine, je dirais, incertitude, notamment côté américain. Comme Caroline a bien indiqué, aujourd'hui, pour lui, préparation de réélection. Ça compte. Alors pour nous, ça c'est autre chose. Et deuxième, c'est que finalement, moi je pense que c'est très bien, c'est qu'on a fait une diversification de dépendance et du commerce dans la chaîne de production, d'exportation à l'échelle mondiale. C'est que finalement, c'est que la dépendance d'exportation du marché américain se compte peu relative. Donc ça représente à peu près 5 à 8%. C'est que finalement cette pression très psychologique, très vente aux chères, etc. ne donne pas un résultat escompté par Washington. Et dans ce cas-là, moi je pense, oui, Caroline a bien indiqué que ça touche, ça affecte la chaîne de production internationale. Et justement, peut-être, c'est que l'Europe et la Chine, et puis d'autres pays pourraient trouver, disons, de meilleures occasions de coopérer, de coordonner, pas seulement, je dirais, sur certains dossiers comme changement climatique, gouvernance, immigration, etc., mais aussi aujourd'hui dans la lutte multilatéralisme, dans le contre, disons, protectionnisme, dans une réorganisation, je dirais, perfectionnement de la production mondiale. Là, on aura beaucoup de choses à discuter, je dirais, à mettre en accord ensemble. Et Caroline, tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de Jacques Chirac. Effectivement, le décès de l'ancien président français, Jacques Chirac, je crois que 26 septembre, a beaucoup, comment dirais-je, un grand retentissement en Chine, parce que les Chinois
ont toujours ce souvenir dans leur mémoire. Hein. C'est les sympathies de Jacques Chirac envers la Chine, son amour pour la culture traditionnelle chinoise, pour l'histoire de la Chine, etc. Et surtout les relations diplomatiques entre nos deux pays à l'époque. Je me rappelle, la Chine et la France, main dans la main, à lutter contre l'invasion de George Bush fils en Irak. Et puis je me rappelle aussi que Chirac a invité Hu Jintao au G7 d'Évian. Et alors maintenant Chirac est entré dans l'histoire. Et la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que son héritage, est-ce que Macron peut continuer, puisque lui, il a déjà montré un certain point fort, par exemple, comme Xi Jinping a dit, c'est un homme qui parle, mais qui agisse aussi. Il dit, je viens tous les ans en Chine pour une visite d'État. 2018, il est venu. 2009, il est venu aussi. Tout à fait. Et 2020, il va revenir encore? Oui, je pense qu'il va venir, puisqu'il l'a annoncé. Alors peut-être pas dans les 6 premiers mois de 2019, parce que ça ferait des visites très rapprochées. Donc on peut s'attendre à voir plutôt une visite au deuxième semestre, dans la deuxième partie, de l'année. Quelle sera l'occasion qui sera retenue? Je ne suis pas dans les bureaux des deux présidents. L'important, c'est qu'à travers sa visite, qu'est-ce qu'on peut faire, les deux pays? Oui, mais je pense qu'il y a toujours, vous savez, dans ce type de visite, il y a toujours aussi une recherche de symbolisme. Et il y aura, par exemple, l'année prochaine, une grande réunion qui se tiendra à Kunming sur le réchauffement climatique. Ça pourrait être une occasion. Ce n'est peut-être pas celle-là qui sera retenue. Je pense qu'il y a plusieurs options qui sont actuellement examinées. Mais enfin, il me paraît assez évident qu'une visite devrait avoir lieu. Pour revenir à la période de Jacques Chirac, il y avait une caractéristique très intéressante dans la manière dont se passaient les relations à l'époque. C'est que en fait, le couple, c'est-à-dire Bernadette et Jacques Chirac, étaient très convaincus de la nécessité d'établir une relation d'ordre personnel, affective, avec les autres grands dirigeants de leur époque. Et là encore, quel que soit le pays. Alors ils avaient essayé avec le couple Bush, qui était à l'époque à la tête des États-Unis. Ça avait moyennement marché. Et vous savez que Jacques Chirac a eu un temps au pouvoir assez long, puisqu'il a fait 2 mandats, un premier mandat de 7 ans, et ensuite il a œuvré pour une réforme pour réduire le mandat du président à 5 ans. Donc au total quand même 12 ans au pouvoir, de 1995 à 2007. Ce qui veut dire que sa période au pouvoir en France a coïncidé avec 2 présidents côté chinois. Il y a eu d'abord le président Jiang Zemin et ensuite le président Hu Jintao. Et à l'époque du président Jiang Zemin, le couple Chirac avait donc invité Jiang Zemin à venir dans leur maison en Corrèze, où ils avaient passé 3 jours ensemble. Et il y a eu vraiment, voilà, exactement. Et il y a eu un moment vraiment d'intimité qui a pu se nouer à l'époque entre les couples, qui ensuite facilite évidemment la discussion Chirac politique. A été invité aussi à Yangzhou, le pays natal de Jiang Zemin. Absolument, absolument. Et c'était intéressant comme démarche. Et apparemment, Macron, il n'a pas encore commencé à... Il est là depuis relativement peu de temps, et puis c'est vrai qu'il s'est vraiment attaqué à la réforme de la France et à la réforme de l'Europe, qui sont des dossiers absolument énormes, mais il n'est pas impossible que les choses se fassent. Moi, je pense qu'avec le temps, bien sûr, il y a la nuance, mais aussi la continuité. Si, par exemple, pour moi, Chirac représente une génération de dirigeants qui sont au style classique, c'est un peu gentleman, alors qu'actuellement, si on voit les dirigeants
disons, beaucoup plus jeunes Européens, ça c'est autre style. C'est la nuance. Et deuxième, c'était surtout, moi je pense important, si par exemple Chirac représente une certaine continuité de l'esprit européen qui veulent, disons, égaliser, faire des rapports avec des grands pays émergents, ou disons comme partenaires. Alors que là, c'est la continuité chez Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, par exemple, aujourd'hui, il se présente non seulement, peut-être par ambition, pas seulement le dirigeant français, mais un peu, je dirais, la force, disons, profonde de l'Europe. Et c'est là qu'il commence à se jouer, surtout sur la scène internationale. Pas seulement avec la Chine, mais aussi, si on voit, par exemple, sur la crise de l'Est ukrainienne, dans les relations avec la Russie de Poutine, si on voit tout de même, il y a quelque chose de nouveauté chez Macron. Mais je pense que c'est vraiment par conviction par rapport à l'Europe, par nécessité, par idée que c'est quand même un moment où il est important que l'Europe s'unisse. Justement, dans cette période où vous avez eu quand même le Brexit britannique, il y avait une nécessité de sursaut européen et Emmanuel Macron incarne bien, je trouve, cette volonté d'unité. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres pays qui aient été finalement tentés par une dérive, par le fait de vouloir quitter l'Europe. Au contraire, on voit plusieurs pays, comme par exemple dans les Balkans, qui rêvent tous de pouvoir rentrer à leur tour dans l'Europe. Voilà, Caroline. Bien sûr, il y a comment dirais-je, il y a une affaire qui a marqué le monde entier, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est, comment dirais-je, c'est le monument. De plus visité en France, absolument. Est-ce que cela veut dire qu'il y a vraiment une dégradation de la société française? L'État contrôle de moins en moins bien pour conserver même un site historique ainsi. Qu'est-ce qui se passe en France? La France a un problème de gestion de l'État? Ah non, moi je pensais que vous alliez me poser une question sur le côté spirituel français. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait eu ces dernières années un recul, très certainement des pratiques religieuses en France, mais vous avez eu un contre-effet avec la montée du terrorisme. Et j'étais très frappée ces dernières années de voir qu'il y avait une recrudescence de pratiques dans d'ailleurs toutes les religions, puisque vous savez que la France est très multiculturelle et respecte toutes les religions qui sont pratiquées, donc les catholiques, les juifs, les musulmans, etc. Et j'étais très frappée par ce sursaut religieux général de pratiques dans l'ensemble du pays. Et il se trouve que par hasard, j'étais à Paris le jour où Notre-Dame a brûlé, et j'étais dans ce quartier, donc j'ai pu vraiment assister en direct à cet événement, et j'ai été très frappée de voir ce qui s'était produit. D'abord pendant les 6 heures où la cathédrale a brûlé, puisque ça a été très long en fait d'arriver à éteindre cet incendie, ça a été une immense tristesse, mais les gens arrivaient absolument de partout. Et puis ensuite, pendant le reste de la nuit, les gens se sont groupés et se sont mis à chanter autour de la cathédrale. Et là, c'était quand même un moment assez émouvant, parce que toutes les religions étaient là. C'était pas uniquement les catholiques qui chantaient, c'était tous les passants, tous ceux qui étaient là. Ils connaissaient pas forcément les chants parce qu'ils étaient religieux. Il y avait des touristes, etc. Et là, on a compris que c'était quand même l'âme de la France. Quand on cherchait le terme tout à l'heure pour qualifier Notre-Dame, c'était vraiment le cœur de la France qui était là, qui se sentait touché. Et tout à coup, un peu comme dans tous les grands soirs que la France a connus, eh bien, il y a ce réflexe d'unité nationale qui se fait, et peu importe votre couleur, votre origine culturelle, ethnique, religieuse, tout le monde était là autour de Notre-Dame. Donc finalement, ça a été un événement certes triste, tragique,
Mais à la fin, je pense que le sursaut qui en est sorti a été positif, y compris d'ailleurs parce que vous avez eu pas mal de dons qui sont venus du monde entier, notamment des États-Unis, et cela a montré aussi qu'au-delà justement des batailles politiques qui pouvaient avoir lieu au niveau des États, eh bien, les peuples se comprenaient toujours et avaient envie de communiquer. Donc voilà. Ok. Bon, je vais changer un peu de sujet. Si possible, je vais ajouter quelques mots. Je pense que la France, surtout à travers, disons, le cadre UNESCO, a promis surtout cette idée d'héritage mondial, culturel, en établissant, en fixant certains critères. Là, il y en a beaucoup contribué. Et nous, on est, disons, sous l'influence positive. C'est après, c'est nous, qu'il y a aussi une sélection, une protection, je dirais, pour les patriarches mondiaux, etc. Ça, c'est une contribution. Mais deuxième, c'est un peu regret, c'est que, je dirais, avec l'État, je dirais surtout l'État, disons, financier, c'est qu'on voit tout de même, il y a certaines, je dirais, dégradations dans la gestion. Et cette question se passe aussi partout. On le sait, par exemple, les grands feux au Brésil aussi, qui a brûlé le musée national. Chez nous, en général, par exemple, au niveau national, c'est-à-dire de sites nationaux, sont mieux, disons, garantis, financés, protégés par l'État. Mais au niveau, disons, de sites et d'héritage provincial, municipal, ce n'est pas le meilleur cas. Bon, je vais changer un peu de sujet parce que il y a des événements qui ne sont pas très, comment dirais-je, retentissants, mais ils sont importants. Au mois de décembre dernier, était mis en service un gazoduc long de 8000 km entre la Russie et la Chine. Alors, la nouvelle soit passée relativement comme inaperçue. Mais en réalité, il devait être très important, non? Tout à fait. Alors? Nous, par exemple, aujourd'hui, à partir de 1996, où la Chine devient disons importateur, alors auparavant il est exportateur du pétrole. Alors aujourd'hui, le taux de dépendance dépasse 60%, sans parler, disons, des effets de pollution. Donc la carte naturelle devient de plus en plus, je dirais, une source. Maintenant, la Russie et les États-Unis sont d'exportateurs de sources, tandis que la Chine est le plus grand importateur. Voilà, on devient, si on voit la tendance, à avoir une énergie propre, moins polluante, bien sûr, le gaz devient le premier choix. Et du point de vue de proximité géographique, mais aussi de facilité. Et surtout, moi, je pense, c'est que finalement, c'est que la Russie avait cédé à certains pourcentage dans le prix. Et ce facteur de prix, longtemps, empêche l'acheminement, disons, de gazoduc. Là, aujourd'hui, c'est résolu. Cela dit, je pense que nous devons garder ce choix de, disons, de diversification d'importation. C'est pas seulement uniquement en Russie. Je pense que l'Asie centrale, le Proche-Orient et l'Afrique, et chacun ça trouve une partie que si vous voulez, il y a un moment donné, par exemple, on n'est pas dans une, je dirais, une indépendance totale. Bon, merci, c'est presque la fin de notre émission. Alors, puisque c'est la fin de 2019, je voudrais chacun poser, comment dirais-je, chacun dit quelques mots pour 2020. Alors, 2020, pour vous, qu'est-ce que vous espérez voir? La première chose que j'espère, c'est la paix, le maintien de la paix. Je crois que c'est quand même la chose la plus importante pour chacun de nous tous. Oui, la paix. Oui, très rapidement, je pense, je ne parle pas, disons, des choses très idéalisées, je pense plutôt sur une analyse réaliste. Je pense aujourd'hui, c'est de changer l'état d'enfoncement dans beaucoup d'endroits dans le monde, et surtout améliorer le signe d'encouragement dans les indices du développement, notamment pour l'Afrique et l'Amérique latine, qui est aujourd'hui un peu en rébellion. Bon, on va faire une autre émission pour vos deux sujets. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci, et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience, et à la prochaine.